C'est madame peut-être. Allez-y. Bonjour à tous. Je vais demander aux intervenants de me rejoindre. Bien. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat qui s'inscrit un peu dans la continuité du précédent, mais avec un focus sur la décarbonation, le E de SG. Alors, je vais d'abord faire les présentations. Donc, je suis aux côtés de Gwenola Robert. Vous êtes Chief Commercial Officer and After Sales pour Aura Aero. Donc, vous nous parlerez du côté aérien. Frédéric Pouget, vous êtes directeur pôle armement et opérations maritimes et portuaires pour Brittany Ferries. Amaury Bolvin, vous êtes le cofondateur et directeur général de Zéphyr et Boré. Et Guillaume Vidil, vous êtes le directeur général de Marfret. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Alors d'abord, je voulais commencer par un petit point réglementaire. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais c'est quand même une réalité. Au total, les émissions de carbone générées par le transport maritime et aérien représentent en cumulé quelque chose de l'ordre de 8% des émissions totales de carbone au niveau de l'Union européenne. Pas mal, le cadre réglementaire à ce niveau-là se précise, avec notamment le pack Fit for 55, qui est multisectoriel, mais qui n'oublie pas bien sûr le maritime et l'aérien, qui prévoit notamment des cibles pour l'aviation, 2% des carburants durables à partir de 2025, et ça monte progressivement jusqu'à 70% en 2050. Côté maritime, c'est une réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre qui est attendue, une obligation d'utiliser l'alimentation électrique à quai dans les ports de l'Union européenne dès 2030, etc. Tout un pack de mesures, et ce n'est pas le seul, puisqu'au-delà de Fit for 55, il y a des projets, des mesures réglementaires par secteur qui sont prévues également. Donc d'abord une question pour vous quatre, en commençant par vous, Gwenola. Est-ce que vous pensez que ces mesures sont suffisantes et réalistes ? En fait, la réalité du marché aujourd'hui sur l'aérien, le marché de l'aviation a repris cet objectif de décarbonation. Ça s'appelle net zéro en 2050 pour tout ce qui est aérien. Il y a une étape intermédiaire en 2030 qui est de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2019. Ce qu'a fait l'aviation, c'est qu'elle s'est au niveau européen organisée dans une alliance industrielle qui s'appelle ASIA, Alliance for Zero Emission Aviation, qui rassemble 152 industriels de l'aviation qui ensemble sont en train, depuis le mois de décembre dernier, travailler sur ce qu'il va aller falloir changer en termes de réglementation, mais aussi quelles allaient être les aides qu'il allait falloir apporter par secteur, par différents chapitres, je dirais, de l'aviation, de manière à mettre en route cette transition. Quand je vous parle de chapitres, ce qu'il y a d'assez intéressant, mais vous devez le vivre de la même façon dans le maritime, c'est de noter l'interdépendance des différents acteurs de l'aviation. Ce que je veux dire par là, c'est que je représente un constructeur, mais qui fabrique des avions électriques et électriques hybrides. Si je n'ai pas l'électricité dans les aéroports, aucun avion ne décollera jamais. Si les pilotes ne sont pas formés à piloter ces nouveaux avions, ils ne décolleront jamais. Si les mécaniciens ne sont pas formés au voltage, etc., etc. Donc l'intérêt de cette alliance et de la présence massive des industriels, c'est qu'il va falloir qu'on y aille tous ensemble, tous au même pas, pour que les avions soient là, mais aussi la façon de les utiliser. Et là, on sort du Bourget, puisqu'il s'est arrêté hier soir. L'Alliance s'est de nouveau réunie lundi matin, la semaine dernière, et on sent une très très grosse impulsion de l'aviation pour atteindre cet objectif intermédiaire à 2030 et le 2050, qui est l'enjeu pour plutôt les gros avions, je dirais, pour les 50 places et au-delà. Donc ça va dans le bon sens. Oui. Frédéric Pouget, même question, est-ce que c'est réaliste ? Alors, réaliste, je vais dire oui, par la force des choses, puisque nous avons une obligation sociétale et environnementale. Donc, nous devons accepter cette trajectoire et cette destination, qui est une nouvelle destination quelque part et qu'on va mener à pas forcés. Alors, le réalisme du forcé, c'est là qu'il faut le relativiser. Pourquoi ? Parce que, est-ce que les technologies sont prêtes ? Oui, on en a beaucoup. Est-ce qu'elles sont matures ?
Là, on ouvre un autre débat. Et est-ce qu'on a les capacités d'investissement à titre privé, mais aussi au niveau des banques, au niveau des investisseurs et au niveau des aides qui pourront être accompagnées par différents organismes. Donc voilà, donc le réalisme, par la force des choses, on va l'attraper et on va avancer pour qu'en tout cas, s'il y a des difficultés, on les fasse sauter et qu'on aille vers ce réalisme qui est une obligation en fait. Amaury Boilvin, j'ai plus envie de vous demander chez Zéphyr Riboré si ça vous semble suffisant. Nous, on trouve que c'est un bon début. Ça permet de, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, ça permet de projeter les investisseurs et nos clients dans un monde économique où le coût de l'énergie fossile coûte de plus en plus cher. Néanmoins, dire que c'est suffisant, le coût de l'énergie fossile avec ces réglementations coûtera toujours beaucoup moins cher que l'énergie décarbonée. Et malheureusement, disons que ce premier saut de l'Union européenne qui est courageux permet de renforcer l'attractivité de nos solutions et à nous de développer ces premières initiatives. Mais si on veut vraiment une transition écologique rapide et efficace dans les temps, il faut beaucoup plus que le package réglementaire. Ça ne va pas assez loin encore. Voilà. Donc on sait que le coût de l'inaction climatique coûtera de plus en plus cher, plus on attend. On sait aussi que c'est un peu la poule et l'œuf. Tant que les investisseurs, les financiers n'ont pas un monde économique clair où le décarboné coûte le même prix que le fossile, il n'y aura pas un déblocage par magie des investissements. Voilà. Guillaume Vidier, chez Marfret, vous êtes d'accord avec ça? Ça ne va pas assez loin? Alors, en tout cas, chez Marfret, on a un positionnement, on essaye de ne pas se faire rattraper par la réglementation, on essaye de la devancer avec certaines initiatives. On est notamment engagé dans la massification fluviale sur l'axe Seine depuis une quinzaine d'années. Donc il y a déjà dans la chaîne logistique de nombreux challenges qui vont du door-to-door qu'on essaye de tacler avec notamment une 40 000 TU par an qu'on retire de la route vers des solutions massifiées sur le fleuve. Ensuite, Marfret, on a un positionnement dans une économie qui est régionale. On essaye de pousser nos clients à développer des solutions de sourcing de proximité avec des solutions de cabotage. Et enfin, c'est vrai que quand on descend en entonnoir dans le navire lui-même, le navire maritime, on a des challenges importants à relever avec une flotte que nous avons en héritage, pour lesquels les rétrofits sont très difficiles. Et du coup, nous avons une opportunité devant nous, à l'occasion du renouvellement de notre flotte, d'apporter des solutions déjà qui permettent d'atteindre des objectifs d'ici 2030, des objectifs qu'on peut aller chercher avec des solutions, avec des quick wins sur des solutions d'efficience énergétique directe, sur le design, sur le branchement à quai, sur les optimisations, on va dire, d'utilisation du navire dans l'usage. Et c'est vrai qu'ensuite, à partir de 2030, on pourrait escompter faire des sauts de disruption qui ne sont pas encore perceptibles aujourd'hui. Mais en tout cas, chez Marfret, on a pris le chemin, on a emprunté le chemin de la décarbonation et on y met beaucoup d'énergie. Alors justement, on va rester un petit peu avec vous. C'est intéressant sur ce panel parce qu'on a des acteurs très différents, pas dans les mêmes secteurs, pas avec le même niveau de maturité aussi. Alors restons un petit peu avec vous du coup, Guillaume Vidier. Vous avez dit on a pris ce chemin, il y a un héritage, tous ces mots-là. Marfret, c'est un groupe basé à Marseille, comme son nom peut le laisser deviner, 150 personnes, chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, qui est dans le fret maritime, qui existe depuis 1951. C'est l'entreprise familiale, votre grand-père qui l'avait lancé. Donc les enjeux décarbonation ESG, c'était pas dans l'ADN de départ. C'est un virage qui a dû être amorcé et on le comprend aisément. Quel a été le déclencheur? Par quoi ça a commencé? Ouais, c'est vrai que mon grand-père et mon père, ils n'ont connu que le shipping carboné. D'ailleurs, l'industrie a mis toute son énergie à aller chercher cette efficience sur les moteurs diesel. Donc maintenant, il y a une énergie, un
un rétrocheminement à faire et qu'on a démarré, comme je le disais, avec la massification fluviale. Et c'est vrai que le Covid a quand même été un électrochoc pour la société. Et on a, grâce à la flotte RoRo de l'entreprise, qui est plus compatible au schéma d'assistance propulsive à la voile, initié cette trajectoire de décarbonation. Et effectivement, le challenge est colossal. Le fuel est le premier poste de dépense de l'entreprise et nous avons devant nous le challenge d'une vie. Et la décarbonation va être un cheminement long et difficile. Alors pour bien comprendre, on reviendra effectivement sur ce que vous faites maintenant pour réduire votre empreinte carbone. En termes même de sensibilisation au niveau des équipes, à tous les différents postes, les différents maillons de la chaîne, est-ce que c'est des messages qui ont été facilement intégrés? Parce que ça impacte directement le travail de vos salariés, en fait, d'intégrer tous ces enjeux-là. Est-ce que ça s'est fait naturellement? Vous dites qu'il y a eu le déclencheur Covid qui a un peu aidé. Est-ce qu'il y a eu un travail de pédagogie qui a été fait? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on a utilisé ce projet sur le Marfret Niolon pour sensibiliser l'équipage, le service technique, à incorporer le routing météo et aussi convaincre les actionnaires qui n'ont pas forcément de façon naturelle fait le switch vers ces nouvelles technologies. Donc on n'est qu'au début. La difficulté qu'on a chez Marfret, c'est que nous avons une grande variété d'itinéraires et on ne peut pas les décarboner tous avec le même axe de travail. Donc on a notamment des lignes qui font Marseille-Alger, mais nous avons aussi des itinéraires transatlantiques ou transocéaniques qui vont jusqu'à Papeete et Nouméa, sur lesquels on ne trouvera pas les mêmes solutions de fuel, où nous allons dans des pays où les infrastructures ne permettent pas le sourcing de ces produits-là. Donc nous allons devoir travailler un panachage de solutions, utilisant l'assistance propulsive à la voile, des solutions peut-être à hydrogène pour l'axe Seine, des solutions HVO avec carbone capture sur la Méditerranée. Donc nous allons être obligés d'embrasser un certain nombre de technologies simultanément. Pas mal de projets à l'horizon. Frédéric Pouget, Brittany Ferries, c'est pareil, compagnie maritime qui fait et du fret et du transport de passagers, 2500 personnes, un chiffre d'affaires qui est aussi autour des 450 millions d'euros, quelques 11 navires constituent votre flotte, vous existez depuis les années 70, début des années 70. Pareil, vous le déclencheur, c'est quoi? Alors, j'ai toujours... comme début, je dis la meilleure énergie décarbonée, c'est celle qu'on ne consomme pas. Alors, vous allez me dire, c'est facile à dire, mais c'est quand même une réalité. Pour un premier principe, parce que l'énergie coûte de l'argent. Et comme vous l'avez dit, on est des entreprises économiques, et déjà notre premier enjeu, c'est de maintenir ce modèle économique. Donc, par nature, que ce soit Marfret ou d'autres armateurs, on a pour vocation, et nos équipages sont formés à l'optimisation énergétique, et ce depuis tous les temps. Alors c'est vrai que ces dernières années, les outils qui ont été mis à disposition des armateurs et des équipages, le routage météo, l'amélioration technique, des variateurs de vitesse, plein de solutions, et surtout la data analyse, comment on collecte ces données pour monitorer et voir le résultat. Parce que pendant longtemps, la marine a été un petit peu celle de Colbert. Je suis un marin de formation, et on naviguait un petit peu aux étoiles, et on disait je suis un bon marin, donc j'y vais. Aujourd'hui, c'est plus ça. On est devenus des professionnels, on est devenus des experts de la consommation. Et donc, le déclencheur, il a eu lieu, on va dire, dans les 20 dernières années. Et chez Brittany Ferries, il y a eu un autre déclencheur en 2008, lorsqu'on a regardé l'avenir et on s'est dit, il va se passer des choses. Et aussi, grâce à nos actionnaires, qui sont des actionnaires atypiques, parce que Brittany Ferries a été créé par une coopérative agricole de Saint-Paul-de-Léon. Et ce sont toujours nos agriculteurs qui sont nos actionnaires et qui nous donnent des moyens de tout réinvestir au bénéfice de l'entreprise. Donc, ce qui est important, parce qu'on n'a pas cette vocation capitalistique à aller donner les dividendes aux actionnaires. Ce qui fait le modèle de Brittany Ferries. En 2008, on a regardé et on s'est dit il faut qu'on aille vers des nouvelles énergies qui étaient à disposition. Et c'est comme ça que les premières solutions ont été pour traiter le soufre, qui a été évoqué tout à l'heure, avec des filtres à fumée, des scrubbers. Et on vient d'installer sur un de nos derniers bateaux la dernière génération de scrubbers à boucle fermée, c'est-à-dire sans aucun rejet à la mer. Et on s'est tourné vers le GNL. Mais toujours avec cette vision d'étape. Tout à l'heure, on l'a dit aussi, ce qui est important, c'est de se dire qu'on est en train de monter un escalier et qu'il n'y a pas de solution immédiate. Il faut y aller progressivement et il ne faut pas perdre de temps. Donc aujourd'hui,
aujourd'hui. 2008, c'est la révolution chez Britannier Ferry. On regarde les nouvelles énergies et on dit on va aller vers le GNL. Et d'ailleurs aujourd'hui, on a nos 2 premiers bateaux GNL qui sont en exploitation et qui nous ont permis de faire un grand saut. Avec des choix techniques également autour du GNL, c'est de prendre des solutions notamment de stockage pour être prêt aux futurs carburants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le GNL en tant que tel, il peut être critiqué, critiquable. En tout cas, c'est une énergie qui permet de faire un saut. Mais déjà, nos bateaux sont techniquement prêts à recevoir les biocarburants, les e-carburants, de par les solutions techniques qu'on a pris à bord. Amaury Bolvin, Zéphyr et Boré, là on peut parler d'une entreprise qui est, on parle tout le temps de digital native, là c'est un peu ESG native, c'était 2018 là, la date de création, je crois si je ne dis pas de bêtises, vous employez 2017, vous employez 15 personnes, vous êtes un peu les pionniers, on va dire, du transport maritime à voile moderne. Pour vous, finalement, c'était une évidence. Finalement, la difficulté, est-ce qu'elle n'a pas été de trouver des partenaires, parce qu'il n'y a pas tant que ça d'acteurs positionnés encore sur ce segment-là? Nous, on est parti de zéro. Donc on n'a pas les mêmes contraintes. Il n'y a pas de d'avoir virage des navires en flotte qu'il faut transformer, convertir. Voilà, après, on a la contrainte dans nos statuts. On s'est contraint, on est une entreprise à mission, donc on est contraint à commercialiser que des services de transport maritime décarbonés et qui contribuent à accélérer la transition écologique. Et nous, on a un positionnement très clair, c'est qu'on fait que des projets à la voile et on essaye de faire un maximum de propulsion à la voile. Donc c'est vrai qu'on s'est mis voilà, des contraintes directement à la création de la société, c'est aussi ce qui fait la raison d'être de la société. Et ce qui fait qu'elle a aussi un rôle à jouer dans l'industrie et dans le secteur, d'être pionnier, de permettre d'alimenter la commande à une filière, parce que c'est une vraie filière, hein, la propulsion par le vent qui est en train de se mettre en place en France, mais aussi à l'échelle internationale, avec des équipementiers dans pas mal de pays. Et donc, nous, on pense qu'on a un rôle de pionnier à préparer la filière pour que, quand la réglementation va se durcir, parce que je le répète, il va falloir qu'elle se durcisse. On a compris. Et je vais juste donner un petit chiffre pour appuyer ce que j'ai dit tout à l'heure. L'ONU prévoit une augmentation de 10% des émissions de CO2 du shipping dans les 5 prochaines années, malgré la réglementation. Donc en fait, on voit bien qu'on n'y est pas en termes de chiffres. Donc il va falloir vraiment accélérer sur le développement de ces filières. Et donc nous, on essaye de pousser nos projets pour préparer la filière, mais elle pourra vraiment se développer que quand l'énergie fossile coûtera le même prix que l'énergie décarbonée. Pas avant. Voilà. Bon, alors concrètement, expliquez-nous, dites-nous un petit peu plus pour ceux peut-être qui ne vous connaîtraient pas. Ouais. Vous développez quoi? Donc vous, ça va de la conception des navires jusqu'à l'exploitation maritime. C'est des navires hybrides? Ouais, alors nous, alors on est une compagnie maritime, donc armateur de navires de commerce à voile. On a un premier projet qu'on a développé avec une compagnie qui s'appelle Gifmar, donc il y a un navire qui s'appelle Canopée. Je vais d'ailleurs, je manque à tous mes devoirs, on a une petite, normalement une illustration. Ouais. Donc Canopée, c'est un roulier de 121 mètres équipé de 4 ailes. Voilà, on le voit dessus, voilà. Donc comme des ailes d'avion, mais à la verticale plantées sur le pont du navire, qui permettent d'économiser entre 20 et 30% de la consommation en carburant du navire sur l'itinéraire de transport qu'on va pratiquer pour transporter les lanceurs de satellites Ariane 6 d'Ariane Group. Donc c'est un projet, c'est un appel d'offres qu'on a gagné en 2019 voilà, et qu'on va mettre en exploitation sous voile cet été. On va installer les voiles cet été et faire le premier itinéraire, les premières opérations en septembre. Voilà, donc c'est un gros accomplissement pour nous puisque ça fait 7 ans qu'on travaille sur ce premier projet. Et l'an dernier, on a gagné un gros appel d'offres avec une coalition de grands chargeurs pour développer une flotte de porte-containers à propulsion principale à la voile. Donc là, on vise l'économie de 50 à 60% de la consommation en carburant du navire grâce à l'énergie du vent. Avec une ligne transatlantique donc entre l'Europe et les États-Unis qu'on prévoit de mettre en exploitation d'ici 2025, fin 2025, début 2026. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait. Et pour bien comprendre, donc c'est propulsion, c'est à voile et hybride électrique. Oui, enfin nous c'est pour le moment c'est voile et diesel. C'est-à-dire que
notre position, nous on pense que la voile, elle peut se déployer, et je pense qu'on va être d'accord avec les intervenants, on ne fera pas des navires de taille industrielle propulsés 100% à la voile. Par contre, on peut économiser considérablement l'énergie qu'on consomme à bord des navires, et c'est le vrai avantage de l'industrie du shipping, c'est qu'elle peut reposer de manière réaliste et modérée sur les carburants de synthèse si les navires sont équipés de voiles, puisque la voile est un outil formidable pour économiser de l'énergie et donc de la consommation en carburant. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, si on voulait passer la totalité des carburants fossiles utilisés pour le shipping en carburant de synthèse, il faudrait environ 60% de la production d'électricité mondiale de tout ce qui est renouvelable, nucléaire, biomasse, tout ce qui est décarboné. Donc juste avec un petit calcul de coin de table comme ça, on voit bien que c'est quelque chose qui va mettre énormément de temps et qui n'est pas possible dans l'horizon de temps qu'on a. Donc voilà, donc c'est aussi pour nous, on pense que la voile qu'on a utilisée pendant des millénaires a vraiment une place très très forte à prendre dans le shipping, dans la décarbonation du shipping. Est-ce que vous avez, pour illustrer un petit peu ce que vous proposez, un exemple sur voilà, un trajet précis de ce que vos solutions, vos navires permettent d'économiser, enfin, dans quelle mesure ça permet de réduire l'empreinte carbone et puis aussi d'économiser en sonnant et trébuchant? Sur notre projet transatlantique, on est à moins 50% d'émissions de CO2. D'accord. Par rapport au marché. Hein. Donc vraiment, on se compare par rapport au marché. Donc on est vraiment sur une décarbonation massive. Oui, c'est et on a une motorisation dual fuel parce qu'on croit dans les carburants de synthèse. On dit juste que ça ne peut pas être la seule solution. Et donc on peut aller jusqu'à 85% en utilisant du méthanol de synthèse. Donc vraiment, on embarque toutes les solutions. C'est très clair. Si on revient sur l'appel d'offres, le deuxième, là, vous disiez, qui sont vos clients à part pour Ariane, on a compris, pour la fusée, il y a d'autres clients plutôt dans la grande distribution, c'est quel type de profil? Et quand ils viennent vous voir, ils toquent à votre porte en vous disant quoi? C'est pas bon pour notre image, on n'a pas le choix, on veut bien faire ça parce que c'est bien pour nous, mais il ne faut pas que les délais de livraison soient plus longs, on ne veut pas que ça nous coûte plus cher. C'est quoi très sincèrement leur discours? Alors déjà, l'image c'est un nice to have, mais c'est tellement engageant. La décarbonation, ça demande un effort considérable d'un point de vue financier. Donc en fait, c'est impossible de rationaliser des décisions juste sur la base d'une image, d'un gain d'image, parce que sinon ce qu'on fait serait du greenwashing. Donc on a vraiment une vision industrielle et les engagements qu'on demande à nos clients, c'est des engagements de nature industrielle. Donc c'est des engagements qui ne peuvent pas passer sur un budget de communication. Donc tout simplement, ils veulent se décarboner. Ils ont eux aussi leur roadmap de décarbonation. Ils savent qu'il faut démarrer, donc ils sont prêts à payer plus cher pour permettre à un projet comme ça de se lancer et d'inspirer une décarbonation sur le shipping. Et ils ont cette vision aussi qu'il faut que la réglementation s'accélère, mais en même temps, il faut qu'ils commencent à avoir des initiatives pour préparer les nouvelles filières. Et donc voilà, ils ont envie avant tout d'embarquer sur un projet décarboné. Et ils sont prêts à faire l'effort financier qui peut aussi aller avec. Ouais. Enfin, ceux qu'on a, oui. Ils sont très précieux, ils sont très engagés. Voilà. Ouais. Frédéric Pouget, une réaction pour Brittany Ferries, la voile c'est hors sujet? Alors, hors sujet, c'est peut-être un peu loin. On a fait toutes les études possibles et imaginables autour de la voile et autour de différents types de voiles, hein, que ce soit les voiles comme tu l'as évoqué, mais également les kites, les turbovoiles. On a fait toutes les études, mais aujourd'hui, notre modèle commercial et économique est basé sur une vitesse plutôt approchant les 22. Et ce qui fait que quand on regarde les résultats, ils peuvent être même contre-productifs. Donc aujourd'hui, la voile, on l'a regardé, on a tout dans nos tiroirs, mais effectivement le déployer sur les modèles d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on ne le fera jamais, c'est pas réaliste. Tout à l'heure vous avez évoqué le mot de réaliste, c'est pas réaliste aujourd'hui de le faire sur nos bateaux. Alors concrètement, vous l'avez un peu évoqué, vous avez parlé du GNL, de navires hybrides. Deux vont être livrés en 2025. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous pouvez nous évoquer sur ce que vous pouvez faire vous? Parce que bon, la voile pour l'instant... Oui, je les évoquais un peu tout à l'heure. C'est vraiment cette prise de conscience qu'on est sur une destination lointaine, mais proche en même temps. Est-ce que 2050 c'est loin? Alors pour moi ça va être loin, vu mon grand âge, mais je veux dire en termes générationnels, comment ça a été évoqué, c'est très proche. Donc ce qui est important,
c'est d'avancer et de grimper marche par marche. Donc aujourd'hui, j'ai évoqué le GNL, j'ai évoqué tout ce qu'on fait à bord des bateaux, par exemple sur les carènes, également le haut niveau de maintenance que l'on a sur nos navires. Alors vous allez me dire, sur des navires à passagers, encore heureux, mais ce n'est pas que pour ça, c'est-à-dire que tous les équipements qui sont sur un bateau, pour qu'ils soient performants, il faut qu'ils soient maintenus en très bon état de marche. Et donc ça nécessite également de gros investissements, hein. On est sur des budgets colossaux, et donc on a aussi cette culture de la perfection mécanique, et on est en permanence en train de chercher comment optimiser et comment maintenir tout ça. Et donc pour aller sur les évolutions, l'évolution aujourd'hui, c'est l'électricité, on l'a évoqué, et effectivement on attend nos 2 prochains bateaux 2025, le Saint-Malo et le Guillaume de Normandie, hein, qui opéreront entre Saint-Malo et l'Angleterre et entre Caen et l'Angleterre, et ces bateaux sont aujourd'hui les plus gros navires imaginés en puissance électrique. On aura 11,5 mégawatts de puissance électrique installée, ça fait à peu près 100 tonnes de batterie. Et donc ces bateaux vont pouvoir en fait opérer à l'approche des ports et en étant à quai, en étant totalement zéro émission, à condition qu'on ait cette électricité décarbonée. On peut la fabriquer à bord, c'est-à-dire aussi de manière plus environnementale avec le GNL, et je dirais avoir cet effet bénéfique pour les populations, c'est-à-dire zéro émission dans les ports, mais aussi on travaille énormément avec les régions pour obtenir les investissements nécessaires, puisque les puissances que j'ai évoquées nécessitent effectivement des choses qui n'existent pas aujourd'hui dans les ports, hein. On a parlé tout à l'heure des grands ports, et j'ai bien aimé la remarque sur n'oublions pas les ports périphériques, hein, c'est-à-dire les ports régionaux. Brittany Ferries, c'est Roscoff, Saint-Malo, Cherbourg, Caen et Le Havre. Mais Le Havre, c'est vraiment marginal pour nous. Donc il faut effectivement qu'on soit accompagné, et on l'est, par la région Bretagne et la région Normandie. Donc c'est tout ça qui fait qu'on ira vers le futur. Et peut-être évoquer aussi l'hydrogène. Hein, J'allais vous poser la question, voilà, qu'on parle du GNL. Mais... dont on parle beaucoup. Alors, c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de faire penser que j'étais réticent autour de l'hydrogène. Je ne suis pas réticent autour de l'hydrogène. Pour moi, l'hydrogène, ce qui est important, c'est la molécule. C'est le H. Pourquoi ? Parce qu'avec le H, nous allons pouvoir faire d'autres énergies. Hein, c'est-à-dire des combustibles, parce qu'aujourd'hui, sur le fluvial, effectivement, l'hydrogène, ça a une forme de réalité, hein, et de maturité, mais sur les puissances nécessaires et les quantités nécessaires sur nos bateaux, c'est pas une solution aujourd'hui possible. Les quantités à stocker sont trop importantes. Par contre, en faire du méthanol, en faire du e-fuel, ça, oui, c'est une solution. Donc c'est pour ça que quand je parle des solutions techniques que nous avons mis en place sur nos bateaux, c'est pour être capable demain, à partir de l'éolien, de faire de l'hydrogène vert, parce qu'aujourd'hui c'est pareil, l'hydrogène est-il vert ? Il faut qu'il soit vert. Donc vous avez entendu les quantités d'électricité qu'il faut. Hein. En gros, si je fais un calcul aussi de pointable, il faudrait plus de 200-220 éoliennes pour fabriquer en gros ce qu'il faut pour avoir une énergie totalement décarbonée chez Brittany Ferries. Donc c'est un peu compliqué. Ça, oui, il y a donc les navires là, hybrides qui sont en cours de construction. Le rétrofit, on en a parlé également, c'est-à-dire sur des navires existants, au lieu de tout casser, de reconstruire, eh bien, on fait des ajustements sur le navire. Tout ça, c'est un coût. Ça représente quoi ? Je ne sais pas si c'est sur un plan pluriannuel que vous fonctionnez chez Brittany Ferries, ou si chaque année, il y a un budget dédié à toutes ces mesures pour la décarbonation du fret, du transport de passagers. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur à nous donner sur l'aspect financier ? C'est le nerf de la guerre. Le plan de renouvellement de la flotte, hein, qu'on a commencé et qui va jusqu'à ces 5 nouveaux navires, c'est 650 millions d'euros d'investissement, pour donner un chiffre, donc sur des bateaux neufs. Après, vous avez évoqué le rétrofit. Je pense que ce sujet-là est quelque chose qu'il ne faut pas écarter, et nous sommes avec nos équipes à la Brittany Ferries en train de vraiment regarder ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on construit un bateau, en tout cas un ferry, on part pour 30-40 ans. 2023 plus 30-40 ans, on voit à peu près où on va arriver. Et comme on a justement cette culture de la maintenance et de l'entretien de haut niveau, on a des bateaux, finalement, d'un point de vue coque, hein, puisque c'est quand même le flotteur qui est aussi la base de la sécurité du navire, qui finalement, au bout de 30 ans, sont en parfait état, et aujourd'hui on a des moyens techniques de contrôler et de confirmer cela aussi avec les sociétés de classification. Et donc on est en train effectivement de faire une nouvelle réflexion, une nouvelle approche pour se dire, prenons un navire qui va avoir 25-30 ans,
Et regardons combien de dizaines de millions d'euros il faudrait investir pour quelque part faire une remise à zéro et repartir pour un cycle de 20-25 ans. Je dirais que, comme ça aussi, toujours sur des points de table, on va être sur des sommes qui vont se promener entre 60 et 100 millions d'euros probablement, puisqu'il va falloir changer les moteurs, changer les systèmes de stockage de carburant, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas? Et en plus, avec un intérêt, on parlait de ne pas éloigner cette industrie et ces investissements de l'Europe, voire de la France, c'est qu'aujourd'hui, si on veut construire des bateaux, on est quasiment obligé d'aller plutôt en Asie, parce qu'en Europe, les chantiers, il n'y en a plus beaucoup et ils sont quasiment tous pris, ceux qui sont en tout cas capables de faire des ferries, par des paquebots. Et donc en faisant cette recherche de nouvelles solutions techniques sur le rétrofit, on doit probablement pourvoir, avec des partenariats et des acteurs sûrement étatiques comme l'ADEME et autres, réfléchir à mettre en place des solutions pour faire ces rétrofits plus proches de nous. D'autant plus que parfois la construction des bateaux, même si c'est des bateaux qui après sont très vertueux, bien cette construction elle reste assez polluante. Voilà, et vous avez raison, c'est qu'en faisant ça en plus, on a un effet carbone naturel, c'est-à-dire que l'acier, on n'a pas besoin de le reproduire, il est déjà là. Et la déconstruction, aujourd'hui, on sait aussi avoir des bénéfices positifs sur tout ce qu'on déconstruit en revalorisant. Et à Brest, d'ailleurs, aujourd'hui, ça se fait. On déconstruit des bateaux, on revalise avec la société Navaléo. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut réfléchir et qui sont des nouvelles directions à prendre. C'est du reconditionnement, quoi. Il n'y a pas que les smartphones, finalement. Guillaume Vidil, vous en avez parlé un petit peu. Vous, le rétrofit, vous en faites également sur vos navires. Et puis, il y a un partenariat aussi avec EconoWind. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est pour doter vos avions, on va y venir, vos navires d'ailes en aluminium. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Oui, alors c'est vrai que donc là on parle quand même de rétrofit light, parce que c'est vrai que c'est très difficile aussi pour nous d'engager des rétrofits, même si les coques de nos navires sont encore de très bonne composition. Et donc nous avons la chance d'avoir développé un itinéraire commercial pour des marchandises divers et roulantes qui traversent l'Atlantique entre Le Havre-Anvers, la Guyane, les Antilles. Et c'est vrai que cet itinéraire présente une éligibilité à l'assistance propulsive à la voile de par la route qu'il exerce. Et on a aussi la chance d'avoir des caractéristiques du navire, notamment avec une pontée dégagée, qui permettent d'accueillir ce système. Et ce système a retenu notre attention par son ingéniosité et sa conteneurisation qui permet une utilisation plug and play et de faire des itérations, des tests. Et donc les premières itérations sont concluantes. On a maintenant 2 unités, on regarde pour en installer une 3e. La conteneurisation, certes, on voit que le système par rapport au navire est assez petit, mais le système fait beaucoup de progrès. La conteneurisation permet une proximité avec la terre qui fait que on est déjà à la 3e génération de containers et chaque unité est plus efficiente que la précédente. Et on utilise ce navire comme notre lab pour préparer la spec du prochain new building que j'espère on réussira à commander prochainement. Et en termes d'objectifs, là, encore une fois, sur l'aspect décarbonation, réduction de l'empreinte carbone, qu'est-ce que ça peut permettre? Alors, ce bateau-là, il faut savoir qu'il a 32 ans et le moteur du bateau a également 32 ans. Et du coup, il y a des contraintes techniques au-delà duquel malheureusement on n'arrive pas à descendre. Par contre, le système Vélic nous apporte un gain de 7% sur l'ensemble de la rotation et on est dans la 2e année de test. Et on a une marge de progression qui est importante et on arrive à monter à 10% sur certaines rotations et progressivement on espère qu'en intégrant tous ces ingrédients dans une construction neuve, on pourrait monter sur un chiffre qui serait supérieur à 20%. De réduction, d'accord. Tout à fait. Très bien, on va se tourner vers vous, Gwenola, pour parler un petit peu de l'aérien. En plus, on sort du salon du Bourget, c'est bien, vous êtes en jambes là, vous regardez le rythme. Auraero, on peut aussi parler de société ESG native, fondée par 3 anciens collaborateurs de Airbus, d'Assystem, enfin bon,
des gens très très à l'aise avec tous les enjeux aéronautiques, qui connaissaient bien leur affaire. 155 personnes et un carnet de commandes qui, Ante Bourget, affichait une centaine d'appareils. On en est où là maintenant? On est à 345. C'est bien, l'opération a été bonne. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu, voilà, pour ceux encore une fois qui ne vous connaîtraient pas, quel type d'appareil vous concevez et leurs particularités? Oui. Et bien sûr, avec plaisir. Nocor Aero est un constructeur d'avions qui est basé à Toulouse sur la base de Francazal. Effectivement, une large partie de l'équipe sont des anciens grandes sociétés toulousaines d'aviation, Airbus, ATR, Safran, Thales, etc. Est-ce qu'il y a un centre important de l'aviation là-bas à Toulouse que nous construisons actuellement? C'est un avion de place destiné à la formation, essentiellement. C'est un avion thermique, mais qui n'est qu'une étape vers l'avion que nous avons présenté publiquement au Bourget pour la première fois lundi dernier, qui est Intégral E, qui est un avion entièrement électrique. C'est celui qu'on voit juste Alors, ici. je vais vous parler dans une minute de celui-ci. Intégral E, donc destiné à la formation. On voit bien une grosse traction du marché, notamment de la formation des pilotes, ceux qui vous emmènent en vacances l'été. On a annoncé donc une première vente vers Airbus Flight Academy, vers l'université de Embry-Riddle aux États-Unis, qui est la plus grosse université américaine qui forme des pilotes. L'idée avec cet avion-là, qui a 1 heure d'autonomie, c'est de commencer à décarboner la formation des pilotes avec un 2 places. Pourquoi? Parce qu'il y a un consensus dans l'ensemble de l'industrie aéronautique pour dire que les scénarios de décarbonation vont se faire par étapes. On va commencer par les 2 places en full électrique et ensuite on va commencer les 2 places, les 4 places jusqu'aux 19 places. Et là, il y a une raison réglementaire à cela, puisqu'on est en CS23, la réglementation qui concerne les avions de moins de 8 tonnes 6 et moins de 19 places. Cette réglementation a déjà certifié un avion électrique qui est le Vélis Electro. Donc ce que nous dit le HASA, c'est que cette réglementation va être très rapidement prête à certifier des avions électriques, hydrogène, etc. Au-delà de 19 places et 8 tonnes 6, on est sur une CS25, qui est celle qui concerne Airbus, Boeing, etc. C'est une autre histoire et ces scénarios-là vont se développer dans un deuxième temps. Donc la stratégie chez Aero, c'est certifier ce 2 places électrique qui va voler avant la fin de l'année. On a déjà testé tout le système propulsif. On va maintenant attaquer tout ce qui est essai en vol. Et ensuite, celui que vous avez vu là, c'est un 19 places électrique hybride cette fois, parce qu'il est prévu pour entrer en service en 2028 avec un premier vol en 2026. Technologiquement, et là je rejoins Zéphyr et Boré, aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de faire décoller un avion de cette masse en full électrique, ou alors vous mettez 2 passagers à bord, ce qui n'a aucun intérêt pour personne. Donc d'où l'idée d'avoir cette hybridation avec le temps, avec l'amélioration de la technologie des batteries, puisque c'est un avion avec des batteries et un turbogénérateur. Eh bien, on pourra faire des routes de plus en plus électriques et de moins en moins hybrides. Et donc cet avion 19 places, c'est un avion entièrement nouveau qui a été conçu comme un très bon hybride. C'est-à-dire qu'il faut un avion qui est le plus efficace d'un point de vue énergétique. Donc toute l'aérodynamique qui a été révélée le 12 mai, donc c'est ce que vous avez vu à l'écran. Voilà. Toute l'aérodynamique de cet avion a été entièrement faite pour être le plus efficace possible. Et justement, on parle d'efficacité, de rendement presque. Ça permet quoi en termes d'économie? Je parle sur les hybrides, hein, full électrique, on comprend très bien. Pour réduire l'empreinte carbone, à quelle hauteur sur ces futurs avions, l'ERA notamment qu'on vient de voir, 19 places? Oui, sur l'ERA, alors on va parler du marché après, mais sur l'ERA, on est sur un avion qu'on a voulu en capacité d'aller faire jusque 900 nautiques, de façon à ne pas le brider avec des routes trop courtes, ce qui nous aurait vraiment limité le marché possible sur cet avion, donc il fait jusque 900 nautiques. Maintenant, tout dépend véritablement de la configuration choisie par les clients et de l'usage, mais on peut aller jusqu'à 80% de carbone en moins émis sur une route régionale typique de 150 nautiques. Mais c'est considérable. Et des économies financières aussi, bien sûr, avec le carburant, mais pas que. Je crois que quand nous avions un peu échangé en amont de ce débat, vous m'expliquiez aussi qu'il y avait aussi toute la maintenance qui est facilitée avec ces appareils électriques.
Tout à fait. Donc là, on est sur le premier avion de cette taille à commande de vol entièrement électrique. Donc ça veut dire que c'est un avion qui était conçu pour n'avoir aucun hydraulique. L'effet que ça a, c'est bien entendu un effet très très important sur la maintenance des avions. Et ça, je pense que la maintenance, ça va parler à tout le monde dans cette salle. Plus donc les économies liées au carburant, donc électrique, et le prix du kilowattheure est quand même extrêmement intéressant par rapport au prix du jet fuel. Voilà, au final, nous prévoyons un coût global d'opération de moins 50% par rapport aux avions de même taille de 19 places qui volent actuellement. En comparant ce qui est comparable. Une réaction peut-être sur l'hydrogène également ? Alors, je ne dis pas que nous n'irons jamais. Ce que nous disons actuellement, c'est que l'hydrogène, la production d'hydrogène pose encore question. Et en réalité, produire l'hydrogène requiert énormément d'électricité. Donc peut-être qu'un jour, Aura ira vers l'hydrogène. Nous, l'enjeu, c'est véritablement, c'est ce premier step de décarboner les vols dès 2030, à l'entrée en service de nos premiers avions qui va se situer 28-30, d'être dans cet enjeu de moins 50% de CO2 en 2030. Donc il y a pour Aura Aero un enjeu, une stratégie d'entrée sur le marché le plus rapidement possible. Et la technologie qui est prête maintenant pour l'aérien, puisqu'il y a déjà eu un avion électrique certifié, la technologie qui nous semblait, nous, la plus à même de décarboner, c'est l'électricité et non pas l'hydrogène. Vous revenez du Bourget. Vos clients, c'est qui? C'est quoi le profil? Intéressant. Nos clients, ce sont 3 marchés. Le premier, c'est le marché du vol régional, alors qui a un peu disparu en Europe parce que pour des questions de coûts, c'est pour ça que c'est intéressant le point qu'on a eu tout à l'heure sur les coûts, pour des questions de coûts, on voit bien qu'en Europe, c'est développer une aviation qui vous emmène vers un hub et ensuite qui vous amène à destination. L'effet que ça a eu, c'est que globalement en Europe, il y a la moitié des miles que l'on fait en vol qui ne servent à rien. Je vais vous donner un exemple, je suis toulousaine, je veux aller à Ajaccio, je dois passer par Paris. J'ai fait 50% de miles en trop par rapport à ce que j'aurais dû faire et le temps que je perds dans mon hub, dans mes 2 vols, etc. est considérable. Ce que nous voyons, c'est l'émergence. Et ça, c'est un marché qui n'est pas apparu de la même façon, de façon aussi prégnante aux États-Unis. Là, ce que nous discutons avec nos premiers clients, c'est de recréer un marché du point à point, aéroport secondaire vers aéroport secondaire. Nous avons énormément d'aéroports, notamment français, allemands, anglais, qui viennent vers nous en nous disant « Nous, on est prêts à soutenir cette initiative des compagnies aériennes de recréer un réseau régional en Europe qui va faire gagner à tout le monde du temps. » Sur ce réseau-là, un 320, c'est beaucoup trop. Par contre, 2 rotations d'un avion régional 19 places, si les coûts sont bas, devient complètement... on a des business plans qui sont très intéressants derrière ça. Donc ça, c'est notre premier marché, le petit régional de point à point. Et on voit bien que tout l'écosystème est en train de se mettre en route pour recréer ce réseau-là. Ce réseau-là, on l'a aux États-Unis, qui n'est pas mort, qui existe déjà, qui lui a la problématique de ne pas trouver d'appareils 19 places récents, parce que les derniers ont plusieurs décennies. Donc là, on a aussi un marché intéressant. Notre deuxième gros marché, c'est celui du vol privé, de l'aviation d'affaires. Alors cette aviation-là, elle a en ce moment des problèmes d'image. Elle cherche des solutions pour décarboner. Elle sent bien que les réglementations, les taxes vont se durcir sur ce segment-là de marché. Et les clients viennent nous voir en disant, on a bien compris que le transatlantique, on n'allait pas pouvoir le vol transatlantique, on n'allait pas pouvoir le décarboner demain matin. Par contre, une fois que leurs clients sont posés en Europe, aux États-Unis, ils cherchent des solutions pour faire des routes régionales de 150, 300 nautiques en décarbonant énormément. Et le dernier créneau, c'est celui du transport de fret, puisque en réalité, il y a une sorte de new normal, comme on dit, avec Amazon qui vous promet de vous livrer tout et n'importe quoi en 24 heures chez vous. Ce n'est pas nécessairement possible avec des trains ou des camions, d'où une section de notre clientèle qui vient nous voir en demandant un avion décarboné, puisqu'ils ont des enjeux de décarbonation aussi, capable d'emporter des petits volumes de fret. Nous allons jusqu'à 21 mètres cubes sur des routes régionales assez courtes qui leur permettent de gagner énormément de temps.
Merci pour ce tour d'horizon très très clair de ce que fait Aura Aéro actuellement. J'ai envie de vous poser une question à tous les quatre. Concrètement, la décarboner le transport maritime, aérien, le principal frein pour atteindre les objectifs fixés, il est de quel ordre? Techno, financier, ou plutôt même de changer le mindset? Je reste avec vous, Gwenola, vous diriez que c'est quoi le principal frein? Je pense que la technologie, elle est là. Bien entendu, il faut la maturer, il faut continuer. Et il y a quand même énormément de recherche et développement, énormément d'argent qui est actuellement mobilisé sur ces sujets-là. Le frein, je pense, il est sur le step d'après, c'est-à-dire industrialiser ces avions. Il y a une problématique en France, en Europe, sur mobiliser les fonds qui vont pour permettre aux sociétés qui ont développé la technologie d'ensuite passer à la phase industrielle. Et après, l'autre gros enjeu pour l'aérien, quand on est comme vous sur une activité extrêmement réglementée, c'est d'adapter toutes les réglementations à des avions décarbonés. Les réglementations aujourd'hui, elles vont vous parler de fuel, il va falloir tout passer en énergie. Frédéric Pouget, même question. Vous avez répondu à beaucoup de choses déjà. Je dirais que d'un point de vue vraiment simple, chez Brittany Ferries, c'est la disponibilité de l'énergie quelle qu'elle soit. Et pour preuve, nos 2 bateaux GNL qui viennent de rentrer en flotte, qui desservent l'Angleterre, la France et l'Espagne, nous avons nous-mêmes construit nos 2 terminaux GNL, un à Bilbao, un à Santander, sur le quai, là où le bateau vient prendre et décharger ses passagers et sa marchandise. Pourquoi? Parce que sans ça, le modèle n'existe pas. Aujourd'hui, il y a des ports, si vous voulez, comme des stations d'autoroute où vous avez des effets de masse, où donc là, les investissements se font quasiment naturellement, puisqu'il y a des retours sur investissement. On revient aux ports périphériques et aux ports régionaux, où il y a des ports, par exemple à Roscoff, nous sommes les seuls opérateurs du port de Roscoff. Donc à chaque fois qu'on doit investir dans un port, il y a un seul opérateur qui va prendre les coûts. Donc là, le modèle est complexe, et je dirais c'est ça, c'est la disponibilité de l'énergie quelle qu'elle soit, la maturité technique, elle va arriver, alors elle va être plus ou moins facile, difficile, on vivra avec, on s'adaptera, voilà. Mais après, je pense qu'il faut vraiment pas négliger l'électricité, hormis le fait qu'il va falloir en fabriquer beaucoup et qu'elle soit décarbonée, donc autre sujet, mais c'est quand même la meilleure énergie du puits à la consommation, je dirais à l'hélice, parce que c'est là où, si on doit prendre une énergie, qu'on doit la retransformer à autre chose, la retransporter, etc., à chaque fois on met des coûts et on a des rendements et des pertes de rendement. Donc aujourd'hui, électrifions les ports. Nous, on fait ce qu'on peut pour mettre des batteries à bord des bateaux, mais on n'arrivera pas à traverser l'Atlantique en électrique. Déjà, traverser la Manche sur des bateaux de notre taille, c'est compliqué. C'est pas pour tout de suite. Donc voilà, c'est ça. Et puis aussi d'être accompagné en termes de financement, parce que là, pour le coup, sur des échelles de temps réduites, il va falloir des centaines et des centaines de millions d'euros d'investissement, et on ne peut pas y aller tout seul. Amaury Bollevin, chez Zéphyr et Boré. Moi, je vais faire une réponse un peu plus philosophique. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, donc je vais essayer d'ajouter quelque chose de complémentaire. Je pense qu'on a gagné la bataille du déni sur la décarbonation. Tout le monde est au courant qu'il faut décarboner, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, je pense qu'on est un peu dans le déni de la solution et dans le déni du temps qu'on a. C'est-à-dire qu'il faut développer tout ce qui vient d'être dit, tout ce qu'on a dit là. Et il faut aussi avoir conscience qu'on n'aura pas le temps de le faire à l'échelle pour décarboner tout ce qu'il y a à décarboner. Donc à un moment donné, il faut aussi se poser la question de voir comment on peut continuer à avancer dans un monde économique où on consomme moins d'énergie et trouver vraiment des usages et des solutions pour réduire la consommation en énergie. Donc ça, pour moi, c'est pas encore, ça commence à être dans le rapport du GIEC là cette année. C'est pas encore complètement rentré dans le mindset de tout le monde, parce que c'est un peu compliqué de se dire qu'il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour réduire drastiquement notre consommation d'énergie, parce que ça fait peur. Mais voilà, je pense que ça c'est un point important. Et l'autre déni, c'est le déni du temps. On n'a pas le temps. Voilà. Donc, il y a urgence. Il y a urgence, et la réglementation doit être dure, parce que si elle est dure, l'être humain il est formidable. Moi je suis optimiste, l'être humain peut trouver plein de solutions, il y en a plein. Mais il faut faire des gros chèques, et les gros chèques ils seront faits quand le monde économique et donc la réglementation sera claire sur le coût de l'énergie fossile. Donc voilà. Le mot de la fin pour vous, Guillaume Vidil, chez Marfred, vous êtes d'accord pour vous sur les principaux freins? C'est quoi? C'est le mindset, c'est les énergies à disposition?
C'est vrai que nous, on avance à petits pas dans ce projet de décarbonation, puisqu'on évolue dans un environnement concurrentiel où on doit rester dans le jeu face à nos concurrents qui ont des plans de décarbonation, qui sont sur des vélocités différentes aussi, et de par aussi la nature de la desserte des routes de Marfret. On est spécialisé dans la desserte des DOM-TOM, et la principale difficulté qu'on rencontre en Guyane, aux Antilles, à Papeete, c'est l'absence d'infrastructures. Par exemple, dans la dernière marche que nous avons franchie, nous avons un new building qui arrive en août, qui est équipé d'un système AMP de branchement à quai, et je sais que dans les ports dans lesquels il va être opéré, le système n'est pas encore en place. Et moi je vois un enjeu sur les infrastructures et la difficulté à sourcer certains produits dans les endroits où nous travaillons. Ce qui rejoint un peu ce qui a été dit par les autres intervenants. Un grand merci à tous les quatre. On arrive au terme de ces échanges. Merci beaucoup pour vos éclairages précieux. Et nous allons marquer une petite pause avant que les échanges ne reprennent à 16h40. Donc rendez-vous à 16h40 ici. Merci à tous.